Bonjour à tous. Je vous présente le chef du Parti libéral du Québec, M. Charles Milliard. Alors, oui, désolé. Merci beaucoup, André. Alors, bon matin, tout le monde. Alors, ce matin, bien, de toute évidence, il y a des lendemains qui déchantent au Parti québécois parce qu'après la victoire dans Chicoutimi, on a eu droit hier à un nuage de confusion et à un certain brouillard politique que je qualifie d'irresponsable par rapport aux positions de M. Saint-Pierre Plamondon. Et je pense que les Québécois se sont chargés de dissiper ce doute-là avec le sondage Palace Data ce matin, où 60 des Québécois voteraient non à un éventuel référendum. Et là, on parle de toute catégorie d'âge, tout sexe, toute provenance, toute langue confondue. Tout ça est dans un contexte où le Québec frôle la récession et où Donald Trump a eu des propos qui, évidemment, ne sont pas rassurants. Il a été fidèle à lui-même, je pense, hier. Des propos d'un partenaire qui ne sont pas rassurants. Le 25 janvier dernier, Paul Saint-Pierre Plamondon a fait un discours à Saint-Hyacinthe, rappelez-vous, qui était d'une virulence importante. Rappelez-vous le fameux régime colonial britannique dont tout le monde parle à tous les jours au Québec, sans cesse dans les autobus. Et un mois plus tard, le 23 février, à Chicoutimi, donc on nous donne une version qui semblerait être un peu un entre-deux sur la position politique. Alors, les yeux aguerris ou les oreilles aguerries pourraient se demander qu'est-ce qui s'est passé entre les deux. Est-ce qu'il y a eu une illumination dans le parc des Laurentides? Est-ce qu'il y a eu comme une révélation sur la situation internationale? Eh bien, moi, je tiens à rassurer les Québécois que non, il s'est probablement absolument rien passé. Ça nous semble être de toute évidence du marketing politique pour essayer de rassurer des gens qui pourraient vouloir voter pour le Parti québécois, mais voteraient non, de toute évidence, comme on l'a vu dans le sondage, à un référendum. Alors, je pense que ce matin, au-delà du sondage et de la victoire dans la partielle cette semaine, je pense que la classe politique doit être très, très claire, et particulièrement les leaders politiques, sur leur orientation par rapport à la question nationale. Alors, depuis quelques semaines, tant qu'à moi, ça a commencé avec M. Legault il y a 8 ans, mais depuis quelques semaines, on a droit à une valse hésitation sur est-ce que nos leaders politiques voteraient oui, voteraient non. Alors, évidemment, Christine Fréchette, évidemment, Bernard Drainville. Et là, il y a un nouveau danseur qui s'est ajouté hier, qui est Éric Duhaime, qui n'a pas été capable de dire s'il allait voter oui ou non. C'est quand même la question la plus importante au niveau de la politique québécoise, soyons honnêtes. Alors moi, j'en viens à la conclusion que, évidemment, on ne veut pas de campagne référendaire au Parti libéral du Québec. Je n'apprends rien à personne ce matin. Mais si d'aventure, il y avait un autobus du camp du non à conduire, la seule personne qui a un permis de conduire pour mener cette troupe-là à bon port de façon claire et fiable, c'est moi, c'est le Parti libéral du Québec. Alors, je demande aux Québécois qui sont inquiets de la situation actuelle de se rassembler sous le même toit. Et dans les prochains mois, je leur demande de prêter l'oreille à ce qu'on aura proposé, André, moi, les 18 députés du caucus du Parti libéral du Québec, parce qu'on s'enligne dans une joute qui va quand même être importante. Et ce n'est pas un choix que nous, on a fait, mais c'est un choix c'est un défi qu'on va relever parce qu'on sent d'ailleurs qu'on a la majorité des Québécois derrière nous. Et puisqu'il n'y a pas juste les référendums dans la vie, je vais laisser la parole à André pour vous parler des régions et particulièrement de l'Abitibi-Témiscamingue. Oui, merci, merci beaucoup. Si vous n'avez pas eu la chance de le remarquer, là, il se passe quelque chose dans les différentes régions du Québec. Ce matin, c'est l'Abitibi qui lève sa voix haut et fort pour dire qu'ils se sentent déconsidérés de la part du gouvernement, pour dire que c'est une région qui s'attend à mieux. Et l'Abitibi, ce n'est pas une région comme les autres, c'est une région qui produit 10 à 12 du PIB québécois et qui représente à peu près 2 de sa population. Alors, ils ont droit de s'attendre à une approche spécifique à leur réalité de la part du gouvernement pour s'assurer qu'ils puissent contribuer encore davantage au Québec. C'est ça qu'ils demandent ce matin et c'est ça ce qu'ils n'entendent pas. Et ce qui se passe, ce sentiment de dévalorisation, de déconsidération-là, c'est pas juste en Abitibi-Témiscamingue. Hier, c'était l'Outaouais qui, d'une seule voix, encore une fois, se levait et disait on n'a pas ce dont on a besoin de la part du gouvernement du Québec. Nos projets, les uns après les autres, sont rejetés du revers de la main. Et ça c'est pas bon signe pour la cohésion sociale au Québec. C'est pas bon signe pour le développement de nos régions. Alors, ces régions-là, ils sont en droit de s'attendre à un certain leadership, sont en droit de s'attendre à ce qu'on considère leur réalité précise, leur réalité unique et qu'on arrive avec des solutions uniques. Ce qu'ils demandent aujourd'hui, ce n'est pas juste une liste de projets qu'un jour un gouvernement éventuel va renier. Ce qu'ils demandent, c'est d'avoir une approche différente pour leur région. Et ça, c'est au cœur de ce que nous, on va proposer au Parti libéral du Québec.
Amiral, M. Milliard, ça va être le référendum pour la prochaine élection, c'est ce que je comprends? Écoutez, ça fait plusieurs semaines que je vous parle des enjeux prioritaires versus des enjeux populaires au Québec. Je ne pense pas que le papillon amiral blanc soit la priorité au Québec. Votre enjeu, ça va être ça. Vous avez passé 3 premières minutes à nous parler de référendum. Ben, Donc, écoutez, votre plateforme électorale, vous allez la défendre en disant que le PQ, eux, c'est le référendum. C'est ça? Désolé, j'aurais bien aimé vous parler du papillon, mais je vais répondre. Vous pouvez m'en parler également? Oui, oui. Ceci étant dit, le référendum n'est pas ma plateforme électorale d'aucune façon. C'est celle de mon adversaire qui, en date d'aujourd'hui, est encore premier dans les sondages. Alors, bien sûr qu'on va répondre à cette question-là qui est cruciale, mais si vous étiez à Trois-Rivières dans les dernières semaines, je vous ai parlé de tout sauf de ça. Je vous ai parlé de santé, d'éducation, de logement, de culture, d'agriculture, d'économie. Alors pour moi, c'est ça, les principaux enjeux au Québec. Vous préparez la campagne de 2026, vous vous préparez à une lutte référendaire. Vous attendez à ce que M. Rondon mette avant le référendum. Vous vous préparez à répondre là-dessus. Bien sûr. Ça a le mérite d'être clair. Au Parti québécois, l'article 1, c'est de faire la séparation du Québec. Alors, bien sûr que là, on s'engage dans une lutte à deux. Je pense qu'on est en mesure de l'apprécier. Alors, bien sûr qu'on va répondre à ces points-là. Et j'espère qu'eux vont répondre à nos propositions aussi sur comment ils vont réussir à faire développer le Québec avec les différentes industries qui sont mes priorités. En disant que vous voulez conduire l'autobus du camp du Nord, est-ce que vous tendez la main justement aux autres chefs? Donc vous dites qu'ils font de l'hésitation pour qu'ils se joignent à vous à l'autobus du Nord? Je tends la main aux Québécois pour qu'ils se sentent, qu'on se regroupe. Donc, une question, oui ou non, ça ne laisse pas de place à une troisième voie. On a essayé une troisième voie dans les dernières années, je vous l'ai mentionné, ça a amené un cul-de-sac. Alors, de toute évidence, il faut pouvoir coaliser les Québécois qui croient qu'un Québec fort, un Québec nationaliste, j'y reviens encore, dans un Canada uni, surtout avec le partenaire qu'on a actuellement en ce moment, se regroupe. Et le parti que je représente, je veux que tous les gens se sentent le bienvenu. Ça, est-ce que c'est l'effet milliard, ça? Parce que là, vous revenez quand même, après l'épisode Pablo Rodriguez, là, vous revenez quand même très près du Parti québécois dans le palace. Est-ce que ça, c'est l'effet milliard? Je prends conscience des résultats ce matin. Je ne vous cacherai pas que ça nous motive, c'est bien évident, mais c'est une prise dans le temps. Je pense qu'il est important. Je vous parlais de la prise de tension artérielle hier. Ce qui est important, c'est la tendance qu'on va observer. Mais c'est certain que dans les 12 derniers jours, je suis très content de l'enthousiasme que mon arrivée suscite, mais on ne prend rien pour acquis, on est très humble par rapport à ça. Pour clarifier, là, donc, le camp du Nord ne serait pas dirigé par exemple, un politicien du fédéral. Il serait nécessairement dirigé par Charles Milliard? Écoutez, idéalement, il n'y aura pas de camp du Nord, je tiens à le préciser. C'est un scrutin, ce serait un scrutin pour les Québécois. Alors, ça prend un leader québécois pour diriger cette équipe-là. Alors, bien sûr, d'aventure, il y aura des gens du fédéral qui vont vouloir avoir leur mot à dire, mais moi... Maintenant, que ce soit vous... C'est une décision pour les Québécois. Alors, je ne vois pas pourquoi les Québécois ne se mêleraient pas de ça. Par le fédéral, qu'est-ce qui fait que cette fois-ci? Toujours. C'est arrivé 2 fois, pas 45 fois. Donc, puis idéalement, juste 2 fois. Mais... Écoutez, moi, je suis Québécois, je dirige un parti québécois qui croit dans un Québec, dans le Canada uni. Alors, c'est sûr que nous, on va jouer un rôle de premier plan, le cas échéant. C'est vous qui dirigerez le camp du Nord plutôt qu'Ottawa? Écoutez, on n'est pas dans la distribution des rôles d'une pièce qui n'existe pas pour l'instant, mais... C'est Mark Carney, le chef du camp du Nord. Oui, mais PSPP, est-ce que c'est le metteur en scène de ça, là? PSPP, c'est un acteur, M. Plamondon, on verra bien. Vous serez le bienvenu dans votre autobus du Nord? Oui, mais il va falloir répondre en embarquant dans l'autobus. Là, à un moment donné, on ne fera pas des livres à des gens qui ne sont pas clairs. Ce matin, il y a des gens justement qui refusent de se positionner. Vous avez dit, bon, les autres chefs ou candidats refusent de se positionner. Comment vous qualifiez cette Moi, je pense que dans notre fort intérieur, on a toute une réponse, oui ou non. C'est pas le gris là-dedans existe plus ou moins. Alors, moi, ce que je veux, c'est plus de clarté puis d'honnêteté. Puis on va respecter. M. Drainville a été ministre du Parti québécois. Mme Fréchette a travaillé dans un cabinet pour le Parti québécois. C'est pas honteux, c'est factuel. Mais dites-le, c'est quoi votre position? Parce que les Québécois veulent savoir à qui s'acoquiner dans le cadre d'une question aussi importante. Pourquoi ils hésitent à le dire? C'est quoi leur stratégie, à votre avis? Je ne sais pas. Moi, je connais ma stratégie à moi, mais je pense qu'eux espèrent pouvoir ménager la chèvre et le chou. Et on entre dans une situation au Québec en ce moment où il va falloir trancher sur cette question importante-là. Et André, moi et tout le caucus libéral,
vous ne pourrez pas nous reprocher de ne pas être clair là-dessus. C'est très clair. Le 25 février, là, vous nous parlez d'être le capitaine, le chauffeur du camp du non, là, de l'autobus. Vous dites aux Québécois de se regrouper derrière le camp du non. Vous sautez pas une coupe d'étape? Mais en fait, je n'ai pas l'impression que je saute d'étape. Je vous mentionne que les autres prêchent par manque de clarté. Alors, il y a un parti en ce moment qui est devant vous ce matin, qui est très clair sur sa position, et les autres partis, la CAQ et le Parti conservateur du Québec, ne sont pas clairs. Alors, je leur demande, la prochaine étape, c'est qu'eux clarifient pour que les Québécois aient un choix clair à faire en octobre prochain. Là, vous ne sert pas un peu, M. Milliard, les propos de M. Saint-Pierre Plamondon cette semaine? Pourquoi vous nous parlez de ça ce matin? Ça ne vous sert pas? Pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça fait 2 jours qu'on parle de ça avec l'élection partielle dans Chicoutimi. On a un sondage ce matin qui envoie un message clair. Les Québécois envoient un message clair pour leurs intentions là-dessus. Alors, je vous en parle parce que c'est dans l'actualité, mais je serais ravi de vous parler d'autre chose, croyez-moi. Je ne me décris pas comme capitaine Canada, c'est vous qui le faites. Vous avez dit que vous allez chauffer l'autobus du camp du non. Ce que je vous dis, c'est qu'il y a une personne qui est clairement habilitée à le faire parce que les autres prêchent par... L'autobus du non. L'autobus, en ce moment-là, est dans l'entrepôt, elle n'est même pas chauffée, la porte est fermée et je ne cherche pas la clé. J'aimerais bien qu'elle reste là. Il semble que la loi sera déposée, adoptée aujourd'hui. La date butoir, de toute façon, est le 28 février. Est-ce qu'il y a eu des gains avec les amendements? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est positif là-dedans? Bien, tout à fait. Il y a un amendement qui a été déposé par notre collègue Monsef Déragi à l'effet que les infirmières praticiennes spécialisées puissent avoir un rôle additionnel à jouer. Ça, c'est un gain dans ce projet de loi-là. Mais le projet de loi en soi, là, pour nous, c'est un recul immense de la part du gouvernement face à un projet de loi initial, la loi 2, qui n'était pas du tout productive, qui était carrément contre-productive, qui allait à l'encontre des intérêts des Québécois au niveau de la prestation de services qu'ils allaient recevoir. Alors, le projet de loi en soi, le projet de loi 19, c'est la conclusion d'un très triste épisode où beaucoup de Québécois ont vu leurs services diminuer, ont vu leur accès diminuer. Alors, oui, il y a le projet de loi qui, en soi, est un recul significatif et important pour la population, mais en même temps, il y a les amendements qui vont donner des services additionnels aux Québécois qui ont été proposés par le Parti libéral du Québec. Est-ce que c'est correct que les médecins reçoivent 3 primes pour des patients qui ne verront même pas nécessairement? Est-ce qu'on ne devrait pas retirer certaines primes là, qui sont liées au travail des IPS? Mais dans quel monde on reçoit de l'argent pour du travail qu'on n'a pas fait? Et c'est un peu ce qui se passe avec ces primes-là en ce moment. Alors, effectivement, là, on a devant nous un gouvernement là, qui semble vouloir donner prime par-dessus prime par-dessus prime aux médecins. Nous, on maintient notre position qui est que l'accès aux Québécois ne passe pas par une augmentation de la rémunération des médecins et par des primes comme celle-là. Est-ce que vous avez clarifié votre position sur l'entente cadre des médecins et les spécialistes qui réclament 17 de plus? Vous donneriez combien? Oui, mais ça, c'est une négociation là, qui a lieu entre les spécialistes et le gouvernement en ce moment et qui est le résultat de ce que le gouvernement a choisi de donner aux médecins omnipraticiens. Alors, je ne peux pas vous dire ce qui est en train de se passer à la table de négociation entre les spécialistes et le gouvernement. Cependant, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a 1001 façons d'améliorer l'accès que les Québécois peuvent avoir aux médecins spécialistes, qu'ils peuvent avoir aux salles de chirurgie, et ça ne passe pas par une augmentation salariale. Mais quelles sont les 1001 façons? En avez-vous une? Qu'est-ce que vous allez proposer? Bien, tout à fait. Il y a une grande proportion des salles d'opération au Québec qui sont fermées en ce moment. Alors, il y a une grande proportion des chirurgiens, des spécialistes qui aimeraient pouvoir opérer davantage leurs patients. Ils sont tannés de dire à leurs patients, « Je suis désolé, je n'ai pas de salle d'opération, je n'ai pas d'infirmière à ma disposition et donc je ne peux pas faire ton opération, on va la reporter dans le temps. » D'être capable d'ouvrir des salles d'opération, d'être capable d'avoir des infirmières supplémentaires, et il est là le nœud de l'enjeu. S'il n'y a pas d'infirmières disponibles, on ne peut pas ouvrir des salles d'opération, les chirurgiens ne peuvent pas travailler, les patients ne peuvent pas avoir leur chirurgie. Alors, si on veut régler cette question-là de l'accès, il faut le faire en s'assurant que les ressources humaines, c'est-à-dire les infirmières dans plusieurs cas, sont disponibles pour ouvrir des salles d'opération. On les retire, là, juste pour clarifier. Là. Les primes qui ont été consenties aux médecins là, pour les IPS, on les retire? Bien, elles ne font aucun sens. Elles ne font aucun sens. On les retire? Il n'y a aucune raison d'avoir ces primes-là.
S'il vous plaît, soit M. Milliard ou M. Fortin. M. Tanguay disait hier, dehors François Legault, sa gang de chenilles, bon, le papillon, etc. Mais tu sais, ce que je retiens notamment, c'est qu'il dit les rumeurs sont de plus en plus fortes pour une prorogation. Sur la base de quoi le Parti libéral croit qu'il y aura prorogation du Parlement? Bien, regardez les différentes actions du gouvernement. Ce que M. Tanguay disait hier, essentiellement, c'est que quand on présente des projets de loi comme celui-là, comme celui sur le papillon amiral, c'est parce qu'on est rendu en fin de mandat, c'est parce qu'on n'a plus rien à dire, c'est parce qu'on ne sait plus quoi proposer aux Québécois. Et c'est un peu ce qu'on ressent de la part du gouvernement de la CAQ. Il y a tellement d'enjeux sur lesquels il pourrait dire, on va prendre un leadership, on va se pencher sur la question de l'éducation, on va se pencher sur la question des services de garde, on va proposer des mesures en matière d'infrastructure. Mais ce n'est pas ça qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train d'évacuer le dernier des dossiers, là, le papillon amiral, puis de dire on va passer ça vite, 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 il faut le faire. Mais si c'est ça la priorité du gouvernement, ça nous dit, nous, qui n'ont plus rien à proposer, qui n'ont plus rien à offrir aux Québécois. Y a-tu d'autres choses? Mon point, c'était plus que j'ai entendu M. Tanguay hier sur le papillon, là, les chenilles. Mais à part ça, y a-tu d'autres choses, selon vous, qui ferait que le Parlement pourrait être prorogé par le gouvernement? Est-ce que vous voyez des initiatives porteuse de la part de ce gouvernement-là en ce moment? On a un premier ministre qui n'est pas venu à la période des questions jeudi, il n'est pas venu à la période des questions hier. Là, il va venir aujourd'hui parce qu'il veut déposer une motion sur l'Ukraine, qui est importante. Mais si c'est sa seule raison de venir à l'Assemblée nationale du Québec, on a un problème. On a un gouvernement qui est en vide d'idées, qui n'a plus rien à proposer aux Québécois. Puis on le voit à travers les propos de leurs candidats à la chefferie. Tout ce qu'ils font en ce moment, c'est renier l'héritage de François Legault. Ils font juste proposer exactement le contraire de ce que M. Legault a fait pendant des mois. Alors, il y a un gouvernement qui est en perte d'idées, qui est en perte de vitesse, puis on se demande, est-ce qu'ils vont vraiment vouloir siéger ici quand c'est juste pour être mis devant leurs contradictions? Est-ce que vous perdez votre temps? Je ne pense pas qu'on perde notre temps, mais je pense qu'il est mal utilisé en ce moment. Si, d'ailleurs, sur la question du papillon amiral blanc, on aurait pu remplacer ce débat-là par un débat sur, évidemment, la clause grand-père sur le PEC. Alors moi, j'aurais même une proposition au premier ministre Legault. S'il veut reculer puis nous donner une clause grand-père sur le PEC, on va gérer le papillon blanc, amiral blanc avec lui, avec grand plaisir. Mais ce sont les vraies priorités en ce moment au Québec. Et c'est ce qui nous fait sentir que ça sent la fin de régime. Question éducation. Nos collègues de la presse révèlent ce matin le grand fossé qui existe toujours entre la diplomatie universitaire des hommes et des femmes. Je sais que la réussite scolaire des garçons, vous en avez parlé en campagne. Sur le plan universitaire, comment on peut remédier? Bien, le décrochage n'est pas qu'au secondaire et au cégep, il est à l'université aussi. À chaque fois qu'un diplôme n'est pas complété, c'est des opportunités de développement professionnel, mais des opportunités de développement financiers qui sont loupés, dans le fond. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles on veut convier les Québécois et le milieu de l'éducation à des grands états généraux sur l'éducation. Alors, on aura l'occasion d'en reparler beaucoup dans les travaux parlementaires aujourd'hui. Ma collègue Madouanika Cadet reçoit plusieurs groupes, d'ailleurs, à l'Assemblée aujourd'hui. Et ce sera une rencontre qui ne durera pas, ce ne sera pas une grande messe qui durera 90 minutes ou une journée et demie. Ce sera quelque chose étalé dans le temps qui permettra d'aborder le cursus scolaire, la question des décrochages, des enseignants, des jeunes garçons, entre autres, la question de l'aide à la classe. Alors, les enseignants, en ce moment, souvent prennent la moitié de leur temps à enseigner et l'autre moitié à gérer des cas spécialisés ou des différents types d'adaptations. Alors, ça fait grand temps qu'on doit se reparler de l'éducation. Les derniers états généraux remontent à, pour les amateurs de politique, Jean Garon en 1995. Samedi, c'est Robert Benoît. Samedi, c'est Charles Milliard. Donc, Charles Milliard sera le candidat. Je pense pas que c'est une immense surprise. Je vous vois prendre des notes, mais bon, donc ce sera moi. Ce matin. Bon, ben alors ce sera moi. Écoutez, vous l'apprenez en primaire. Je serai donc le premier candidat investi en vue des prochaines élections. J'ai besoin de l'entendre dire. Parfait. Tout ce qui se note, on s'en rappelle. C'est parfait. Ah, les autres, par contre, ça faudra venir. Alors, on garde le suspense. C'est un cadeau qu'on déballe un morceau à la fois. So, with the Palace poll this morning, how do you react? There is hope for your party. Is that right? Well, there's been hope for a long time. I mean, we're pretty hopeful at the Quebec Liberal Party, and what is sure is that Quebecers are saying a huge no to the referendum option of Paul Saint-Pierre Plamondon. That being said, this is one poll, so we'll be continuing to be on the ground, meeting members, meeting Quebecers,
selling our ideas, selling our team, and I can't wait to announce actually who will be joining us in the coming months for the Liberal Party of Quebec. The fact that Christine Fréchette and Bernard Drinville don't seem to want an early election, how does that help you, Mr. Mayor? Well, I think it's fine because, you know, we have a regulation, we have a law in Quebec that says that we have fixed state elections, so it shouldn't... Call an election this I know, but they said otherwise, so we... How does that help you? Well, I'll take all the time that I have to meet Quebecers and to sell our ideas, but I'm not that surprised because Quebecers are expecting the election to be on October the 5th, so that's good to me. You are willing to lead the no campaign should there be a referendum? Can you clarify your thoughts on that? Well, the thing is that we have a Parti Québécois that is leading in the polls right now, and they are promising a referendum. So we need to have a look at who's going to be leading the potential, even if I don't hope it's going to happen, the no side. And what I'm saying is that my opponents or would-be opponents, Mrs. Fréchette, M. Drainville, M. Duhaime, they cannot say that they would vote no. So I don't think it qualifies them to be leaders in a potential campaign, which again, we don't want to happen. Something you would talk with the Carney government about and get organized? Is that something you foresee in the months to come? We are part of Canada, and we want a strong and unified Canada. So of course we will be talking to our federal and other provincial counterparts. But this is for Quebecers to decide. This is a provincial potential consultation. So it's for Quebecers to manage that. That same poll shows Duhaime polling at 22% among non-Francophones. Yeah. Are you worried about that base of vote shifting? This is something to take into account, and this is why I will be again on the ground meeting people from all walks of life, all languages throughout Quebec. But I realize this is something to be taken into account. I just would like to clarify, Bill 19. Like, it's been such a struggle. It's set to be adopted today. How can you reassure Quebecers, or is it possible to reassure Quebecers about what are the gains in this bill for them afterwards? The big gain on Bill 19 is that it's not Bill 2. That's the gain of Bill 19, is that there's no longer that spectrum of Bill 2 and penalties and doctors leaving and doctors retiring over the heads of patients. That is the big gain of Bill 19. That being said, there was an amendment that was introduced by our colleague Monsef Deraji to give more ability to nurse practitioners to take on patients, and that's a gain. There are a lot of patients who would be happy to see nurse practitioners in Quebec. There are nurse practitioners who have qualifications that they want to share with Quebecers, and so that is just about the only real gain of Bill 19, because when you look at the details of what the bill is, it's just basically a bill that repeals everything that was in Bill 2. All those bonuses that the Devoir is reporting about, it seems like outrageous. I don't know a lot of people across the province who get paid for work that they don't do, and that seems to be the case. Here. So for us at the Liberal Party of Quebec, there is no need to have such rémunération for work that is not being done by the doctors themselves. Est-ce que vous parlez au fédéral d'une stratégie pour le camp du Nord? Pas pour le moment, mais c'est des portes qui peuvent très bien s'ouvrir rapidement. Discussion officielle. En ce moment, non. Merci. Bonne journée.